interview en direct sur Boursorama. C'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Alors, il a évité Sébastien Lecornu, ça vient de tomber donc. Les budgets, les motions de censure ont été... il a échappé donc à cette double motion de censure, à la fois portée par LFI et par le Rassemblement national. Il a réussi parce qu'il a cédé sur les retraites. C'était le prix à payer pour justement éviter la censure, la dissolution, une nouvelle crise politique. C'était le prix de la stabilité. Il a eu raison. L'histoire, au moment où on se parle, lui donne raison en tout cas. Non, je crois que c'est en grande partie un marché de dupes, puisque effectivement le Premier ministre et son gouvernement ont échappé à la censure, mais quand on explique que ça vaut vote du budget ou stabilité politique, ça n'est pas exact, puisque aujourd'hui d'abord personne ne sait trop comment le budget va sortir de son examen par l'Assemblée, et personne ne sait dans quelles conditions il pourra être voté, puisqu'on a à la fois d'un côté le refus, l'engagement de ne plus utiliser le 49.3 d'un côté, et puis il ne faut pas oublier que l'an dernier, le budget avait été voté grâce au Sénat, qui en fait c'était le budget du Sénat qui finalement avait été voté, et cette fois-ci on voit que le Sénat est en opposition assez frontale avec le gouvernement. Et quant au prix à payer, pour le coup, il est absolument exorbitant, puisque le 49.3, ça veut quand même dire qu'on renonce au parlementarisme rationalisé de la 5e, donc on est vraiment de retour au régime d'Assemblée de la 4e République, avec un émiettement complet, puisqu'on a 11 groupes à l'Assemblée. Et puis, sur les retraites, c'est une suspension qui est en fait quasiment une abrogation, puisque... non, suspension jusqu'à l'élection présidentielle. Oui, mais on voit très mal comment... qui va aller faire campagne à l'élection présidentielle sur la retraite à 64 ans. Donc, c'est assez terrible, parce que depuis la retraite à 60 ans, on a eu des gouvernements de gauche ou de droite qui ont fait... aucun n'a réglé le problème des retraites fondamentalement, mais... il y avait un certain nombre de pas qui avaient été accomplis. Et il y avait quand même un espèce d'accord implicite sur le fait qu'on ne remettait pas en cause ce qui avait été fait par les... C'est la première fois que sur ce dossier, il y a une remise en cause, et ça veut dire que... C'est la parole de la France qui est mise à mal là-dedans. Pour qu'on revienne sur une réforme française. En tout cas, vis-à-vis des marchés et de nos partenaires, d'ailleurs, il y a des réactions en Europe assez sérieuses. Parce que à partir de 2030-2035, ça veut dire qu'il y avait 15 milliards de déficit des retraites, on rajoute 15 autres milliards. Et par ailleurs, quand on fait les calculs actuariels, c'est vrai que le coût est gigantesque. Et derrière, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est-à-dire que l'idée qu'on va reprendre le contrôle du déficit ou des dépenses est une idée donc fausse. On va installer le déficit entre 5 et 6% du PIB. Ça tient jusqu'à quand, ça ? Et derrière, surtout, avec le blanc-seing donné à l'Assemblée, je rappelle que l'an dernier, l'Assemblée avait imaginé 60 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Il y a ce risque de nouveau, Nicolas Bavrez, que ça part dans tous les sens maintenant à l'Assemblée, puisque les députés vont débattre de ce budget, on risque une course à la démagogie fiscale avec des taxations et des taxes dans tous les sens. C'est ça le risque aujourd'hui ? Très clairement, et notamment le retour en force de la fameuse taxe Zuckman, en plus de ce qui a déjà été projeté, c'est un super ISF, et il est très clair qu'à l'Assemblée, la taxe Zuckman va, de toute manière, l'Assemblée... Il y avait déjà une majorité dans cette Assemblée pour la taxe Zuckman, puisqu'elle s'était prononcée pour. Oui. C'est le Sénat qui l'avait bloqué. Donc le Sénat refera pareil, in fine, non ? Oui, mais je vous rappelle que derrière, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot et qu'il n'y a plus de 49.3. Et donc, comment ça se termine alors ? Personne ne le sait. Mais c'est pour ça que, vous voyez, quand on regarde tout ça posément, l'idée de dire que, pour prix de tous ces renoncements, on a acheté un budget pour 2026 et la stabilité, c'est une idée qui est totalement fausse. En réalité, c'est simplement une capitulation devant l'incapacité
de maîtriser la situation politique et d'avoir une sortie de crise et une réponse à la crise financière. Le message qui est envoyé à nos partenaires européens et au marché, il est terrible, hein, c'est que la classe politique française, le seul point d'accord qui existe aujourd'hui, c'est de continuer le modèle de la décroissance à crédit, donc plus de taxes pour moins de croissance, plus de dépenses et plus de dettes. Oui, en même temps, quand on voit la réaction des marchés à cette suspension des réformes, ça a donné un petit bol d'air au taux souverain français, avec une baisse en une semaine de 20 points de base sur le 10 ans français. Ça donne raison au Premier ministre à court terme d'avoir réduit le degré d'incertitude des investisseurs. Parce que effectivement, les marchés, là, pour l'instant, sont très court-termistes, donc ils ont acheté simplement le fait qu'il n'y avait pas de nouvelles élections, ce qui était leur plus grande crainte. Ensuite, on va regarder ce qui se passe quand on va réaliser que le budget 2026 est tout sauf voté, que il n'est pas du tout certain qu'on ait échappé à de nouvelles élections. Donc là, cette détente sur les taux français pourrait être de courte durée. Oui. Parce et par ailleurs, le problème de fond, si vous voulez, même avec cette détente, le problème de fond, il reste le même. Hein. Il y a peu de lois dans l'économie, mais il y en a une qui fonctionne, c'est que quand les taux d'intérêt sont largement supérieurs à la croissance nominale, eh bien, ça finit par exploser. Ça a été le cas de l'Italie en 2011. La croissance, aujourd'hui, elle est autour de maximum de 0,7. L'inflation est à 1,5, ça fait 2,2. Les taux étaient à 3,5, 3,6. Ils sont un peu redescendus, mais entre les 2,2 et les 3,4 ou 3,6, de toute manière, l'écart est gigantesque. Et donc, le garrot budgétaire, il est en marche et il ne s'arrêtera pas. Et ce qui est par ailleurs tragique, c'est que en Europe, par ailleurs, l'Europe avait un vrai momentum en ce moment, parce que le désordre créé par Donald Trump aux États-Unis fait que les capitaux sortent des États-Unis. Le reste du monde est intéressé par l'îlot de stabilité que devrait être l'Europe. L'Allemagne est en train d'aller mieux, se relance. L'Europe du Sud, on voit des résultats remarquables du Portugal. L'Italie va bien. La Grèce a réussi à se désendetter de plus de 50 points de PIB, ce qui est et va bientôt important de beaucoup plus. Oui, mais va bientôt nous passer devant. Et il y a un pays qui est en train de détruire ce momentum européen. C'est la France. Et c'est vraiment et dans un moment où l'Europe en plus doit à la fois affronter le protectionnisme américain et le fait que les États-Unis sont devenus une puissance à la fois illibérale et prédatrice, le dumping industriel de la Chine déchaîné depuis que le marché américain se ferme quand même, plus la menace de la Russie et l'hostilité de la Turquie. Et en face de ça, il y a cette capitulation et qui est, si vous voulez, c'est un problème économique, c'est un problème politique, mais c'est même c'est vraiment un problème moral. Parce que quand on regarde, par exemple, ce que ça signifie pour les jeunes générations, c'est vraiment une spoliation incroyable. On est en train d'expliquer aux jeunes que là, ils vont devoir payer donc très cher pour le maintien de droits à la retraite qui ne sont pas financés. Et il est clair que les jeunes paient, les jeunes n'auront pas de retraite dans ce pays. Le système ne peut pas tenir tel qu'il est. Il tiendra peut-être dans les 10 ans qui viennent. Mais pour des jeunes qui ont aujourd'hui 25 ou 30 ans, il est certain que ce système-là, qui est en train quand même de les empêcher d'être payés correctement, de les mettre au chômage, de compliquer beaucoup leur entrée dans la société et dans le travail, pour près de tout ça, eux, ils n'auront pas de retraite. Donc il y a une... c'est vraiment une spoliation des jeunes qui est vraiment très, très, très choquante. Et puis, il y a ce degré de lâcheté et d'irresponsabilité de la classe politique française qui pose aujourd'hui quand même non seulement un problème politique, mais vraiment un problème moral. Alors on revient sur un momentum plus court, mais donc Sébastien Lecornu qui a réussi à échapper donc à cette double motion de censure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres motions de censure? Non, pas sûr. Qui pourrait passer ou pas, la dissolution. On repousse les problèmes avec l'idée qu'on va entrer en débat, il va y avoir donc beaucoup d'amendements, beaucoup de
Certains disent de matraquage fiscal. Que fera le Sénat derrière? Il n'y a pas de 49.3 possible. Certains disent que ça se finira par un budget qui passerait par ordonnance, ce qui est du jamais vu. Quel est le scénario le plus crédible aujourd'hui pour le budget? D'abord, sur la guérilla, LFI va continuer sous la forme d'une demande de destitution du président de la République, qui sera repoussée, mais qui va entretenir la pression. Ensuite, la limite maintenant, c'est effectivement la limite de temps pour le Parlement. C'est-à-dire que la durée d'examen. Il faut avoir, normalement, voté le PLFSS pour le début décembre. La loi de financement de la Sécurité sociale. Voilà, et la loi de finances pour autour du 20 décembre, puisqu'il faut les 10 jours d'examen du Conseil constitutionnel. Et de fait, si dans cet espace qui suppose d'avoir fait la navette entre l'Assemblée et le Sénat, et d'avoir une éventuelle CMP, une commission mixte paritaire, pour voir si on trouve un accord, ce qui paraît peu probable, et ensuite, et si on n'arrive pas à faire tenir dans cet horizon de temps, effectivement, on se retrouvera dans le système ordonnance ou loi spéciale. Ou loi spéciale, exactement, ce qui a été le cas l'an dernier, avec une loi spéciale qui permet à la fois d'avoir des recettes sur la base de l'année précédente et qui permet surtout à l'État d'emprunter et également aux organismes C'est pas un drame pour vous de sécurité sociale. En loi spéciale? Alors, compte tenu de la manière dont ce budget se présente, très franchement, pour l'économie, il vaudrait beaucoup mieux... il n'y a pas de budget. Surtout avec ce qui risque d'arriver là, parce que entre l'abrogation de fait de la loi sur les retraites et surtout l'absence totale d'économie, aujourd'hui on a déjà 15 milliards d'impôts dans un pays où tout est tétanisé. Je rappelle qu'il n'y a pas que les entreprises. Les Français, le taux d'épargne atteint 19% du revenu disponible des ménages, parce que tout le monde est tétanisé par les hausses d'impôts. Si on en remet 15 milliards, ça va être au moins 30, voire plus. Ça veut dire un point de PIB supplémentaire de prélèvement. Donc, pour les ménages, ça va encore plus bloquer la consommation. Les entreprises, on voit que l'investissement est bloqué, il n'y a plus de création d'emplois. On est à un record des faillites. Et enfin, pour l'exportation, je vous renvoie le déficit du premier semestre, c'est 43 milliards d'euros, c'est gigantesque. Et donc la compétitivité par ailleurs de la France, elle continue à se dégrader. Donc vous voyez tout ce qui pourrait tirer la croissance, la consommation, l'investissement, les exports, on est en train de tout dégrader. Donc c'est pour ça que, compte tenu ce budget, c'est vraiment une horreur économique, fiscale et politique. Donc, tel que présenté par Sébastien Lecornu? Oui, déjà, et qui va être fortement empiré, à mon avis, par l'examen parlementaire. Donc, de fait... Il ne sera jamais adopté sans 43. C'est pas glorieux. Alors, ensuite, la difficulté de la loi spéciale, ensuite, on peut voter les dépenses par 12e, c'est qu'en réalité, compte tenu des dépenses qui augmentent, parce qu'elles sont indexées, notamment les pensions de retraite, en fait, les 12e provisoires, ils ne permettent pas d'aller plus loin que le mois de novembre 2026. Parce que la poussée des dépenses... Ça repousse déjà un peu parce que les recettes augmenteront moins que prévu, d'autant que s'il n'y a pas de budget, les contributions exceptionnelles sur les entreprises et les ménages sautent. Donc vous avez des recettes en moins et vous avez des dépenses en plus. Donc, j'imagine, c'est ceux qui nous suivent, le scénario le plus probable pour le budget, selon vous, c'est quoi, d'ici la fin de l'année? Au vu de tout ce qu'on a dit, ordonnance, absence de 49.3, loi spéciale... Moi, j'ai beaucoup de peine à croire qu'on va arriver à trouver un accord sur un budget 2026 au sein du Parlement tel qu'il est, et avec l'engagement de ne pas utiliser les outils du parlementarisme. Il n'y a pas des mesures qui peuvent faire consensus entre les extrêmes, je ne sais pas,
la réforme des retraites, enfin le fait de non, suspendre la réforme des retraites, c'est... non, mais les mesures qui font consensus, les mesures qui font consensus, on les a eues, hein, la taxe Zuckman, et il faut être clair, d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, y compris chez les LR, c'est qu'il y a une très large majorité à l'Assemblée pour abroger la réforme des retraites. Donc aujourd'hui, le consensus, il est clair, c'est incroyable parce que c'est tout ce qui ruine ce pays depuis maintenant près d'un demi-siècle, c'est plus de dépenses, plus d'impôts, plus de dettes. Le consensus, il existe, il est là-dessus. Donc ça se finit comment? Ça se finit donc pas de budget. Ça se finit par la capitulation, c'est-à-dire que le message implicite qu'on envoie au marché, à nos partenaires, c'est que la classe politique française ne fera pas de réforme et ne trouvera pas de solution à la crise économique et financière tant que ça ne lui sera pas imposé de l'extérieur. Ça nous pend au nez. Et ça arrivera forcément, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en faisant tout ça... Tant que les créanciers nous prêtent aujourd'hui à 3,4%, ça peut durer. Hein. Ça peut durer, mais ça va devenir de plus en plus compliqué parce que le coût quand même augmente et que quand on va avoir un service de la dette qui va approcher 100 milliards... d'ici 2-3 ans. Voilà, ça va devenir très compliqué parce qu'il faudra les prendre ailleurs. Et il ne faut jamais oublier que la particularité, c'est le drame de la France, c'est qu'on a utilisé l'euro pour avoir cette politique complètement irresponsable, mais on peut dire qu'on est trop gros, too big to fail. Oui, la BCE viendra nous sauver. Non, oui, mais la contrepartie de ça, c'est que ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on joue avec la monnaie des autres. Et qu'il se trouve que les autres, Europe du Nord, Europe du Sud, Irlande, Pologne, tous ces gens-là, ils se sont réformés, restructurés, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Europe, mais ce qui veut dire que personne n'acceptera contrairement à la mythologie française, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les Pays-Bas, c'est pas l'Espagne, l'Italie ou le Portugal qui vont payer pour la France. Et donc, il y aura, de toute manière, plus on attend, plus l'ajustement sera brutal et plus le risque de violence politique dans notre pays sera élevé. On écarte ou pas, et on finit là-dessus, le risque de dissolution, au vu de tout ce qu'on s'est dit? S'il n'y a pas de... S'il y a... Quel est le scénario qui était le plus redouté par les marchés, hein. Si le budget échoue, ça veut dire que le gouvernement Lecornu tombera. Et à ce moment-là, on aura dissolution, avec un calendrier d'ailleurs très compliqué, parce que ça sera juste avant les élections. Et s'il y a une loi spéciale, ça ne veut pas dire qu'il tombe pour autant? Si. Comment vous... Non, mais s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de budget 2026, ça veut dire que le gouvernement Lecornu aura été sanctionné. Et donc... Absence de budget égale, je ne suis pas un expert, hein, absence de budget, si le budget n'est pas voté, ça veut dire... Mais il y a un moment donné, il faudra bien mettre quelque chose au vote quand même. La loi spéciale. Et alors... Qui permet... La loi spéciale, normalement, c'est après qu'on ait acté l'absence de budget. Il va bien y avoir un vote, surtout qu'il y a plus de 49.3, donc il y a bien un moment où, normalement, il y aura un vote sur le... Oui, mais qui n'entraîne pas nécessairement si c'est un vote négatif, vraisemblablement, il y aura une motion de censure qui, pour le coup, déboulera derrière. Donc, ce qu'a acheté Sébastien Lecornu là, c'est un espace de temps pendant cette discussion budgétaire, normalement, sans motion de censure, enfin, comme il y a le PLFSS qui va porter normalement la suspension de la loi retraite, en réalité jusqu'au début décembre. Bon, d'ici là, vous reviendrez, on y verra peut-être plus clair, encore que pas sûr. Hein. Non, je crois que malheureusement notre pays est dans un brouillard complet. On voit d'ailleurs que les citoyens, la classe politique n'en a pas du tout pris la mesure. Je pense que les citoyens, oui, et qu'il y a à la fois cette inquiétude et par ailleurs ce sentiment de dégoût ou d'écœurement, parce qu'effectivement, ce que je disais, dans cet effondrement, il y a vraiment une dimension, morale, et qui est que de penser qu'on ne peut mettre dans un état pareil un pays qui a autant d'atouts, qui normalement, dans cette configuration, a beaucoup de choses à faire valoir, de
de décomposer, de désintégrer des institutions, d'une certaine manière, les principes de la Ve République, avec indépendance et souveraineté nationale, un exécutif qui doit pouvoir réassurer les crises, ces principes n'ont jamais été plus actuels. Et cette Constitution, elle est en train d'être dépecée, vidée de tout son, non seulement mais de son sens sous nos yeux. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est révoltant. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct et en replay également sur YouTube et sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.